On va devoir enchaîner et continuer d'ailleurs à réfléchir à la façon dont s'articulent émotion, événements, action et invention. Peut-être et sans doute vont intervenir cette fois la médiation des récits et aussi de la fiction avec Domenico Cecere, qui est professeur d'histoire moderne à l'université de Naples Federico II. Il est spécialiste d'histoire sociale et culturelle, s'intéresse aux révoltes et aux conflits sociaux en Italie et aussi aux conséquences des catastrophes. Il dirige notamment le projet ERC Discompose, je traduis le titre simplement, Désastres, communication et politique dans l'Europe du Sud-Ouest, l'élaboration de politiques d'urgence dans la première modernité, et à travers la voix de Françoise Avocat, va nous parler donc de récits de désastres et rêves d'avenir. Bien, alors, Domenico Cecere commence par exprimer sa reconnaissance à l'égard des organisateurs du colloque, remarque que les occasions lui sont assez rares de communiquer son travail devant des historiens en dehors du petit cercle de spécialistes auquel il appartient, et donc apprécie particulièrement cette expression. Désormais, je prends sa voix. Aujourd'hui, donc, la pression de l'actualité pousse inévitablement à regarder en arrière, à rechercher dans le passé des analogies avec l'expérience que nous vivons. Au cours des derniers mois de l'année dernière, les tentatives se sont multipliées pour rechercher dans le passé similitudes et différences avec ce que nous voyons se présenter sous nos yeux. Dans de nombreux pays européens, le discours public a été envahi de références aux grandes vagues d'épidémies du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Cependant, c'est souvent une utilisation purement ornementale ou instrumentale de l'histoire qui a prévalu, utilisée comme un répertoire de curiosités ou comme une galerie d'images endeuillées, suggérant que, malgré le passage des siècles, certaines tragédies se répètent de manière étonnamment similaire. Écrasées sous le poids d'un passé sans profondeur, épidémies et calamités ont presque fini par apparaître comme des incursions ponctuelles dans l'histoire d'un mal hors du temps. Ces juxtapositions, souvent naïves et maladroites, donnaient à penser que les sociétés du XXIe siècle, malgré leurs connaissances et techniques avancées, n'étaient pas moins vulnérables à l'irruption des forces de la nature que les sociétés pré-industrielles. Alors je vais d'abord parler de la réévaluation nécessaire de l'appréhension des catastrophes dans les sociétés anciennes. La comparaison entre la pandémie actuelle et celle du passé offre la possibilité d'enquêter de façon beaucoup plus éclairante sur les transformations au cours des siècles. Non seulement au niveau des connaissances scientifiques et des mesures hygiénico-sanitaires, évidemment, mais aussi en ce qui concerne le comportement collectif, les dispositifs de contrôle et les mentalités. Quelle est l'origine des peurs, de certains comportements qui ont été déclenchés par l'arrivée de nouvelles maladies? Comment les sociétés du passé ont-elles interprété ces phénomènes et sous quelle forme ont-elles transmis leurs souvenirs? Comment ont-elles imaginé les sorties de crise? Dans les sociétés anciennes, les catastrophes, quelle que soit leur origine, étaient interprétées comme des manifestations de la volonté divine. Presque tous les types de discours sur ces phénomènes s'inscrivaient dans un schéma explicatif qui ramenait les événements naturels à des causes morales et les interprétait comme des punitions ou des avertissements envoyés par le ciel. La prédominance incontestable des interprétations providentialistes des catastrophes ont cependant fait que, dans les études sur les sociétés anciennes, cette vision a longtemps prévalu, selon laquelle les catastrophes étaient acceptées avec fatalisme et résignation. Et dans cette optique, l'effet le plus fréquent des phénomènes naturels extraordinaires et funestes aurait été la dissolution de l'ordre dans le chaos, la désintégration des relations sociales et l'émergence de croyances et de comportements considérés comme primitifs. Au contraire, le tremblement de terre de Lisbonne, en 1755, a été traditionnellement considéré comme un événement décisif à la suite duquel les interprétations religieuses allaient progressivement céder la place à des réponses fondées sur des observations empiriques et une prise en compte rationnelle des causes et des effets. Or, les recherches, depuis 2 décennies, ont
tout à fait remis en question ces schémas et mis en lumière des façons beaucoup plus articulées, beaucoup plus analytiques de lire l'adversité de la nature et d'y répondre. Elles ont montré que le paradigme providentialiste omniprésent n'empêchait pas le développement d'explications reposant sur des causes physiques et que les interprétations théologiques et naturalistes pouvaient coexister sans être contradictoires. Ainsi, en remettant en cause et en nuançant l'idée d'une transition d'un paradigme à un autre au milieu du XVIIIe siècle, ces études ont montré que les sociétés d'ancien régime pouvaient s'appuyer sur des ressources culturelles diverses, empiriques, rationnelles, symboliques et religieuses pour répondre à une menace. Dans un deuxième point, je vais m'attacher aux discontinuités entre les sociétés anciennes et contemporaines. Une discontinuité plus nette peut être détectée dans la manière dont les sociétés passées ont imaginé la sortie de crise. Au début de l'époque moderne, les différents acteurs sociaux et institutionnels imaginaient que la sortie de crise coïncidait avec la restauration de l'ordre naturel et social perturbé, avec le rétablissement du statu quo ante. Les rituels collectifs de repentance, fréquents et participés, tendaient également vers cet objectif. Mais au cours de l'ère moderne, l'idée a commencé à émerger que la catastrophe pouvait être suivie d'une renaissance, que le sens de la douleur collective devait être transformé en prémisse d'un avenir meilleur. Dans ce processus, il semble que les décennies centrales du siècle des Lumières peuvent être considérées comme un moment de transition dans lequel la façon dont les expériences des catastrophes ont été racontées, interprétées et retravaillées a joué un rôle déterminant. Ainsi, le témoignage offert par les événements traumatiques, quelle qu'en soit l'origine, encore une fois, peut constituer un terrain de comparaison utile entre le passé et le présent. Il faut d'abord porter l'attention sur les processus culturels et sociaux de sélection et d'homologation à travers lesquels les témoignages individuels sont recomposés en images et en récits partagés de la souffrance collective grâce à la médiation symbolique que constituent notamment les rituels, les mythes, les monuments. Pour les événements du XXe siècle et du début du XXe siècle, les historiens disposent de sources abondantes pour reconstituer ces processus d'élaboration sociale des traumatismes collectifs. D'une part, parce que les dynamiques de communication du XXe siècle ont donné une importance croissante aux témoignages des victimes de guerre et de catastrophes, avec lesquels les médias ont cherché à créer une empathie immédiate, bien que souvent éphémère. D'autre part, parce que le memory turn, le memory boom des dernières décennies a conduit à la valorisation des témoignages individuels de déportation, de massacres, de dictatures, mais aussi de catastrophes naturelles. La possibilité de récupérer et de comparer les nombreux témoignages individuels disposés dans les nombreuses archives de la mémoire créées au cours des dernières décennies permet de déconstruire les grands récits inspirés par les idéologies et les nationalismes du XXe et du XIXe et du XXe siècle qui ont déformé ou altéré nombre de ces voix. Il est beaucoup plus difficile, en revanche, de reconstituer les processus de construction et de fixation des mémoires partagées des catastrophes dans les sociétés d'Ancien Régime. Bien entendu, dans l'Europe moderne, comme aujourd'hui, les catastrophes avaient pour effet de stimuler la communication. Le partage de récits, de mémoires et d'opinions était très répandu au lendemain d'événements extraordinaires et funestes. Ainsi, les archives foisonnent de témoignages, de rescapés, d'observations qui suscitaient un vif intérêt dans l'espace public. Mais dans les sources du début de l'âge moderne, il est beaucoup plus difficile, par rapport aux récits écrits plus récemment, de détecter des traces d'expériences traumatiques. D'abord parce qu'elles étaient le plus souvent exprimées dans des textes et dans des discours très formalisés et standardisés qui minoraient, voire excluaient, le retentissement subjectif de certains événements. Ensuite, parce que la croyance répandue dans la providence permettait de sublimer la douleur en quelque chose qui pouvait aussi être retenu comme bénéfique. Cependant, au cours du XVIIIe siècle, les traces d'une nouvelle sensibilité se multiplient dans l'espace public, en particulier dans la manière de relater l'expérience d'un désastre. L'exceptionnalité des phénomènes naturels décrits,
le caractère pathétique des témoignages individuels et la gravité des témoignages exposés influencent l'imaginaire collectif et amènent certains savants et hommes politiques éduqués à la culture des Lumières à envisager la possibilité d'une palingénésie après la catastrophe. La perception de la souffrance collective et de la désolation des régions frappées stimule une quête de sens que certains observateurs estiment pouvoir identifier dans la possibilité d'un futur meilleur. S'affirme alors l'idée que la table rase produite par un désastre pouvait être l'occasion d'amorcer des projets de transformation urbaine porteurs de desseins de réforme de la société et des mœurs. Et je vais conclure avec l'exemple du tremblement de terre en Calabre. Les débats scientifiques et philosophiques inspirés par le tremblement de terre de Lisbonne en 1755 furent porteurs d'une nouvelle conception de la nature et d'un nouveau récit de la souffrance humaine. Presque 30 ans après Lisbonne, les débats et les projets déclenchés par les tremblements de terre de Calabre et de Messine témoignent d'idées nouvelles sur la façon dont on pouvait sortir de la crise et rétablir les relations sociales après une catastrophe. Comme le dit le philosophe économiste Ferdinando Galliani, l'un des plus influenceurs du roi de Naples, et souvent, alors je cite, souvent de semblables calamités détruisent les pays sans aucune possibilité de renaissance. Mais parfois, elles sont la source de leur résurrection et de l'instauration d'un nouvel ordre. Tout dépend de la façon dont on les rétablit. Fin de la citation. De même que d'autres hommes de lettres éduqués à la culture des Lumières, Galliani voyait le désastre calabrais, situait le désastre calabrais dans un discours axé sur la possibilité d'une régénération de la région après la catastrophe grâce à l'intervention du pouvoir du souverain. Par conséquent, les mesures de redressement mises en œuvre par le gouvernement au lendemain du séisme de 1783 et les débats qui les inspirèrent présentent d'autres éléments de discontinuité par rapport au siècle précédent. C'est sur ces débats que je vais conclure. Les récits du désastre venant de la Calabre ne laissèrent pas indifférents la cour de Naples et les milieux politiques de la capitale. En effet, dans l'esprit de plusieurs philosophes tels que Francesco Antonio Grimaldi, Francesco Maria Pagano, Vincenzo Elia Serrao, en plus de Galliani, le séisme n'était que la dernière des calamités ayant frappé les populations calabraises. La superstition et l'ignorance du peuple, la richesse des institutions religieuses, la puissance des barons, la salubrité des espaces urbains, l'organisation du réseau des villes était persuadée, l'insalubrité des espaces urbains, l'organisation du réseau des villes était perçue comme des maux qui accablaient la Calabre depuis des siècles. L'immense désastre représentait alors une occasion inespérée pour régénérer la région qu'il considérait comme gangrénée par les structures anciennes. Ainsi, lisant le drame calabrais et les requêtes des rescapés, à travers leur grille d'interprétation de l'histoire et de la réalité sociale de la région, ils exprimèrent le souhait que l'action du gouvernement en Calabre puisse constituer un levier pour affranchir la Calabre du poids des servitudes anciennes. On peut donc considérer leur proposition comme le résultat d'un processus de construction culturelle de la souffrance sociale. Ils interprètent les récits et les pétitions venant de la région frappée par le désastre à la lumière de leur propre conception des problèmes socio-économiques du pays. Ils sont ainsi parvenus à construire une narration influente des accidents récents et à transformer les drames d'une province en un sujet de préoccupation collective. Ces narrations ont pu efficacement être diffusées grâce aux compétences discursives et au prestige de ces philosophes, ainsi qu'à la place que certains d'entre eux, tels que Galliani, Grimaldi, Vivencio, occupaient dans les structures politiques du royaume dans les années 1780. Ainsi, la prise en charge des populations affectées se transforma en un plan de reconstruction d'une ampleur sans précédent, un plan conçu comme l'occasion d'amorcer la régénération d'une contrée sous-développée. 2 mots de conclusion. Par rapport au siècle précédent, la reformulation des récits de catastrophes a mis l'accent sur les bouleversements extraordinaires provoqués par le déchaînement des forces telluriques,
la dévastation de l'environnement naturel et artificiel, le deuil et l'état digne de compassion des survivants. Ces éléments sont devenus essentiels dans la représentation de la catastrophe et dans l'élaboration de la proposition d'intervention. La construction d'une nouvelle sensibilité qui repose sur la compassion pour les victimes, sur l'obligation qui en résulte pour les souverains de leur venir en aide, a servi à légitimer une proposition d'intervention qui certes visait à soulager la souffrance des individus concernés, mais surtout au moyen d'une régénération intégrale de la société. On est donc très contraint par le temps, donc on va devoir repousser